Voilà, à l'instant, il était là pour nous faire le point de l'actualité culturelle et tout ce qui concerne donc le journal. Et c'est Maïsako qui a pu nous faire le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. À la suite de Maïsako, nous avons donc eu les annonces de tout le programme de RTI 1 tout au long de ces jours et les semaines à venir. Il est l'heure pour nous de recevoir notre premier consultant. C'est c'est le docteur Anderson Gilbert Nair. Gilbert Nair. C'est de quelle région? Grand Bassam. Grand Bassam, d'accord. Alors avec vous, on parlera donc du paludisme chez les enfants. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre d'abord par le paludisme? Oui, et il faut se dire qu'à cette période de saison de pluie, on a beaucoup de cas de paludisme. Et c'est la période. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire du paludisme? Le paludisme, c'est une maladie parasitaire. C'est une maladie parasitaire. Et je répète, le seul vecteur de transmission, c'est l'anophèle femelle. D'accord. L'anophèle femelle, c'est le moustique. Voilà, c'est le seul vecteur de transmission. Donc c'est le seul vecteur. Et le soleil alors? Oh, le soleil, c'est vrai, on attend souvent dans les familles, mon enfant est parti jouer dans le soleil, il a fait... Non, non, le soleil ne donne pas le paludisme. Le soleil peut aggraver son état de paludisme. Le soleil peut aggraver son asthénie. L'enfant peut être plus fatigué en jouant dans le soleil. Le soleil ne donne pas le paludisme. La sauce graine ne donne pas le paludisme. Voilà. Donc le soleil favorise en quelque sorte. Voilà, ça aggrave son état. Mais il ne transmet pas la maladie. C'est l'anophèle femelle seule qui transmet la maladie, qui pique généralement dans la nuit, et qui pond ses œufs dans les étendues d'eau calmes. Voilà, calmes. Comme les marigots, les égouts, les marécages, les boîtes vides qui retiennent de l'eau. Surtout les eaux stagnantes. Hein? Les eaux stagnantes, voilà. Donc c'est l'anophèle seul qui transmet la maladie. D'accord. Alors dites-nous, quels sont les signes de manifestation de la maladie? Et il faut dire qu'on a deux formes de paludisme. Le paludisme simple et le paludisme grave. D'accord. Généralement, on se retrouve toujours en face du paludisme grave parce que les parents ne se signalent pas tôt. Ils viennent à l'hôpital au stade où l'enfant commence les signes de gravité. Voilà. Le paludisme simple, on a plusieurs symptômes chez l'enfant. Chez l'enfant, on a plusieurs symptômes. D'abord, on peut avoir un syndrome pseudo-grippal, c'est-à-dire une fièvre à 38-39 degrés. On peut avoir des arthralgies, c'est-à-dire douleurs articulaires, des myalgies, douleurs musculaires, des céphalées. Ça, c'est ce qui est standard. On a l'habitude de voir, même chez l'adulte. Mais chez l'enfant, on peut avoir des embarras gastriques. L'enfant peut faire une diarrhée. Ça peut être le paludisme. L'enfant peut vomir, il peut avoir la nausée. Ça peut être le paludisme. L'enfant peut avoir une hépatosplenomégalie, une grosse rate ou bien un gros foie. Ou bien il peut avoir un ictère. Voilà. Un ictère, on voit ça souvent chez l'enfant. L'enfant, il a les yeux jaunes et la paume jaune. Voilà. L'urine aussi? L'urine est jaune et puis rare, généralement avec le paludisme. Ça, c'est la forme simple du paludisme. Et la forme aiguë? Et la forme grave, généralement, c'est le coma. Ah bon? Oui, coma, et on voit ça très souvent dans les CHU, dans nos urgences ici. L'enfant vient généralement au stade de coma ou bien convulsion. L'enfant convulse, ça c'est une forme grave de paludisme. À partir de quel moment on doit commencer à s'inquiéter? Est-ce au moment où la température est supérieure à 38 ou 39 degrés? Oui, dès que l'enfant fait, à cette période-là, dès qu'un enfant fait une fièvre, il faut s'inquiéter. D'accord. Voilà. Surtout en zone tropicale, lorsque l'enfant fait la fièvre, il faut penser automatiquement au paludisme. Après peut-être un examen clinique, on va peut-être rejeter le paludisme. Sinon, on passe d'abord au paludisme dans notre zone ici. Et surtout dans cette saison de pluie. Voilà. Donc, il faut penser au paludisme quand on a une fièvre. Et il ne faut pas perdre du temps. Dès qu'on a une fièvre, on peut donner son paracétamol, mais il faut se rendre à l'hôpital. Voilà, j'allais en venir. Je voulais savoir, est-ce qu'il va falloir nous-mêmes donner des médicaments aux enfants ou se rendre dans un centre? Non, l'automédication, non. Parce que le paludisme, dans le monde entier, chaque 15 secondes, une personne meurt du paludisme. Chaque 15 secondes? En Côte d'Ivoire, on a plus de 8 personnes qui meurent par jour du paludisme. Donc, il faut faire très vite. Le paludisme tue. C'est la première cause de mortalité de l'enfant en Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire très vite. Lorsque l'enfant fait la fièvre, que vous donnez votre paracétamol, il faut se rendre dans un centre hospitalier. Seul le médecin posera un diagnostic et puis il va accuser le paludisme ou bien éliminer son paludisme. Voilà. À partir de quel âge, véritablement, l'enfant peut être sujet à cette maladie-là? Généralement, c'est à tout âge, on peut faire le paludisme, mais de 0 à 6 mois,
l'enfant a encore les anticorps de la mère. D'accord. Donc, normalement, il est protégé du paludisme de 0 à 6 mois. Mais s'il est trop exposé... Un enfant à qui on donne l'allaitement maternel, hein, faut le dire. Oui, un enfant qui est d'abord qui est sous l'allaitement, il est déjà encore plus protégé. Parce qu'il y a beaucoup d'anticorps de protection dans le lait maternel. Il est encore plus protégé. Donc de 0 à 6 mois, l'enfant ne doit pas faire le paludisme. Mais s'il est trop exposé, il fera son paludisme. C'est les enfants de 6 mois à 6 ans, voilà la tranche d'âge où on a beaucoup de cas de paludisme. À partir de 6 mois, l'enfant perd tous les anticorps de la mère. D'accord. Voilà. Il développe ses propres anticorps. Au moment où il commence à développer ses propres anticorps, il est vulnérable. En ce moment, s'il se fait piquer, il va développer 2 semaines après son paludisme. D'accord. Voilà. Il va développer 2 semaines après son paludisme. Et c'est à cette période, à partir de 6 mois même, qu'on remarque que l'enfant tombe un peu plus souvent malade. À partir de 6 mois. Donc, ce qui veut dire, à partir de 6 mois, il faut que les parents commencent à prêter attention oui. Beaucoup d'hygiène autour de l'enfant, bien nourrir l'enfant. À partir de 6 mois maintenant, commence la diversification. Ce n'est plus le lait maternel seul. D'accord. Voilà, ce n'est plus le lait maternel seul. Donc, en ce moment, l'enfant a besoin de... On doit bien nourrir l'enfant, beaucoup d'hygiène autour de l'enfant pour que l'enfant évite le paludisme. Voilà. D'accord. Alors, parlons du paludisme toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire donc dans ces cas de figure? Surtout, c'est la prévention. Surtout, c'est la prévention. Comme j'ai dit, il ne faut pas faire de l'automédication. Ce qu'il faut faire, donner son paracétamol quand l'enfant fait la fièvre et partir à l'hôpital. Mais sinon, c'est la prévention surtout. J'ai dit l'hygiène à la maison. Il faut l'assèchement des points d'eau autour de la maison. Il faut qu'il y ait de l'eau autour de la maison. Même dans la maison, il faut une bonne hygiène dans la maison. Voilà. Et puis, donc l'hygiène compte pour beaucoup, hein? Beaucoup. Normalement, si on veut lutter contre un paludisme, on doit impliquer le ministère de l'Environnement. Ce n'est pas le ministère de la Santé. On doit impliquer plusieurs ministères. Parce que l'environnement compte beaucoup dans l'éradication du paludisme. Aujourd'hui, on va donner le moustiquaire imprégné, mais autour de la maison, on a beaucoup de flaques d'eau, on a beaucoup de saleté. Généralement, il y a un manque d'hygiène. L'enfant vit encore avec le moustique et il est toujours exposé. Voilà, il est toujours exposé. Donc, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Construction et le ministère de la Santé doivent travailler ensemble pour vraiment lutter contre ce phénomène-là. C'est un phénomène de santé publique. Il faut vraiment lutter contre ce paludisme. Si, c'est vrai qu'il faut donner le moustiquaire imprégné, qui est très important, qu'il faut utiliser tous les jours, mais malheureusement, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Il y a des parents qui ont 4, 5 moustiquaires imprégnés à la maison. Mais qui ne l'utilisent pas. Qui n'utilisent pas. Il y a aussi le mode d'utilisation aussi. Oui, mais généralement, ils savent utiliser. Parce que quand ils vont prendre, il y a des campagnes de sensibilisation. Ils vont prendre, il y a des gens qui sensibilisent en même temps. Comment utiliser, ils savent. Mais ils utilisent ça, ils viennent vous dire que l'enfant s'étouffe dans la moustiquaire. Mais ce n'est pas vrai. L'enfant s'étouffe dans la moustiquaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. Ils ne veulent pas utiliser et ils gardent. Quand un enfant vient, 90% des enfants qui viennent nous voir dans un état de paludisme grave, les enfants ne tombent pas sous moustiquaire. D'accord. Quand vous les interrogez, ils ont des moustiquaires à la maison. Mais qui n'utilisent pas. Qui n'utilisent pas. Il y a les moustiquaires, ou bien il y a des grillages derrière les fenêtres. Voilà, grillages derrière les fenêtres, ou bien des rideaux derrière les fenêtres. Et imbibé d'insecticides. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord. Vous parliez à l'instant de la sauce graine ou de la sauce arachide qui ne donnait pas le palu. Alors, quels sont les aliments à consommer? Bon, en fait, il n'y a pas d'aliment vraiment pour de l'aliment pour être en bonne santé. C'est ça. Ce n'est pas seulement pour le paludisme. Des aliments pour être en bonne santé. Vraiment, à partir de 6 mois, par exemple, pour un enfant, l'enfant doit commencer sa diversification. C'est-à-dire, en ce moment, il est à l'âge des purées, c'est à l'âge du poisson, c'est à l'âge des farines. Voilà. Des bouillies aussi. Des bouillies, c'est ça qu'il y a des farines, des bouillies, des poissons purés. C'est maintenant l'enfant doit commencer sa diversification. Mais il y a des parents, c'est vrai, qui donnent le sein jusqu'à 6 mois. Mais on remarque surtout dans les villages, par manque de moyens, la mère continue seulement que le lait maternel. Le lait maternel. Voilà. C'est vrai qu'on demande de donner le lait, mais elle continue parce qu'elle n'a pas de moyens. Donc ça veut dire à partir dès l'âge de 6 mois, il faudrait que la mère ou l'enfant soit mis à un allaitement mixte. Voilà, c'est ça. La diversification avec les farines, les bouillies, comme tu l'as dit, le poisson, le jaune, voilà. Pour protéger l'enfant. L'enfant a besoin maintenant de beaucoup de protéines à cet âge. Et quand vous remarquez, l'enfant, à partir de 6 mois, bouge beaucoup maintenant.
il perd beaucoup d'énergie. Il bouge beaucoup, il commence à parler, il un commence peu à faire bouger, il bouge beaucoup. Donc, il faut remplacer l'énergie que l'enfant perd. Il faut remplacer. Mais si l'enfant n'est pas bien nourri, il est exposé encore à beaucoup de maladies. Il devient fragile. En ce moment, on a besoin de bien nourrir l'enfant parce que l'enfant doit développer ses propres anticorps maintenant. D'accord. Il doit développer ses propres anticorps. Il n'a plus d'anticorps de la mère. Voilà. D'accord. Une personne qui est atteinte du paludisme, qu'est-ce que cela peut poser comme problème à cette personne-là? Généralement, le paludisme, surtout le paludisme grave, quand l'enfant développe un paludisme grave, ça dépend du type de paludisme. Si c'est un paludisme grave, convulsif ou dans le coma, il peut sortir avec des séquelles neurologiques. D'accord. On va poursuivre tout à l'heure avec les différents problèmes qui peuvent survenir quand on contracte donc cette maladie. Pour l'heure, nous allons faire une réclame publicitaire. Sous la présence effective de Madame la ministre Dr Raymond Goudou Kofi, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers le Programme national de santé de la reproduction, planification familiale et santé infantile, organise pour une meilleure visibilité des interventions en faveur de la santé de la mère et de l'enfant dans le cadre de l'initiative du Fonds français Muskoka, un atelier d'échange avec les médias nationaux en vue d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile le lundi 11 et le mardi 12 août 2014 à partir de 8h30 à l'hôtel Pullman d'Abidjan Plateau. La méga promo RTI continue. Tente de gagner une villa de 25 millions de francs CFA avec seulement 100 francs CFA. Envoie maintenant par SMS cadeau CADO au 98 070 et tente ta chance. Des centaines de super cadeaux à gagner. Chaque semaine, des enveloppes cash de 100 000 francs et 500 000 francs CFA. Des fours micro-ondes, des cuisinières et des smartphones sont à gagner. Et ce n'est pas tout. Tente de gagner 2 millions de francs CFA cash par mois et une villa de 25 millions de francs CFA. La méga promo RTI, c'est un toit offert. On va vite. Cadeau. CADO au 98 070. Cadeau au 98 070. C'est une villa à gagner pour 100 francs CFA le SMS. Merci à Judith Assoumo qui assure donc la réalisation de cette émission et assistée par Charlotte Alibé Kofi et Kone Massandje, sans oublier Doumbia Wilfried qui fait beaucoup de va-et-vient. Merci Doumbia. Voilà. Alors docteur, nous sommes avec vous toujours en plateau. C'est le docteur Gilbert Anderson, Gilbert Nair. Voilà. Alors on parlait à l'instant du paludisme chez les enfants et on évoquait les différents problèmes qui pourraient survenir Voilà. lorsqu'on contracte cette maladie-là. Avec le paludisme, comme je dis, généralement, l'enfant vient d'un tableau de paludisme grave. Et on retrouve les cas de convulsion, un coma. Si ce n'est pas bien traité, l'enfant va sortir avec des séquelles neurologiques. Il peut avoir un retard psychomoteur. Ça va retarder la scolarité de l'enfant. D'accord. Ça va retarder la scolarité. Même ça peut retarder la marche de l'enfant. L'enfant, voilà, c'est généralement beaucoup de tableaux de séquelles neurologiques. Beaucoup de tableaux de séquelles neurologiques. C'est qui pourrait même entraîner un blocage au niveau du parler. Oui, oui. Le D'accord. paludisme, vraiment, c'est une maladie qui peut entraîner beaucoup de séquelles. Oui, au niveau du parler, l'enfant, il peut avoir un retard, comme je dis, un psychomoteur, c'est ça, marche, le parler, et ça peut retarder la scolarité de l'enfant, mais beaucoup de séquelles, oui. Et puis maintenant, s'il développe, par exemple, un ictère, voilà, l'ictère, il peut avoir un problème hépatique, vraiment beaucoup. Le personnel peut atteindre le foie, peut atteindre la rate, beaucoup d'organes. Donc il faut faire attention à cette maladie-là. C'est une maladie qui tue beaucoup d'enfants ici en Côte d'Ivoire. Quand on a des enfants à la maison, la première chose, il faut avoir un thermomètre, c'est ça, pour à chaque fois. Oui, il faut avoir son thermomètre. Dès que vous pensez que l'enfant fait la fièvre, c'est pas la peine de toucher la mère. Non. C'est le thermomètre seul qui indique si l'enfant fait une fièvre ou non. Généralement, les parents touchent et puis c'est pas une forte fièvre. Non. Parce qu'on pose la main sur le front, Voilà, le front, ou soit la paume, on touche la paume, c'est un peu chaud. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Il faut avoir le thermomètre. Il faut utiliser facilement le thermomètre. Si vous pensez que l'enfant est malade, placez son thermomètre. Parce que l'enfant peut faire une forte fièvre et puis convulser. Le paludisme peut faire convulser l'enfant. Même la fièvre simple peut faire convulser l'enfant. Voilà. Et puis, il ne faut pas attendre. Généralement, quand l'enfant convulse, les parents
commence un traitement traditionnel à la maison. C'est ce qu'on fait. Oui. C'est ce qu'on fait. Ils disent que c'est quoi? Ils ont des termes là. L'oiseau a attrapé l'enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais voilà. L'oiseau a attrapé l'enfant. Donc, et la médecine moderne ne peut pas traiter ça. Donc, ils vont voir les tradipraticiens qui donnent des médicaments. Mais on n'est pas contre ça. Mais si le tradipraticien donne un médicament pour traiter son paludisme, ok. Mais généralement, on ne traite pas la cause. Souvent, c'est nous-mêmes les parents qui sommes des docteurs ou des médecins. Voilà. Tout de suite, on dit, bon, moi je sais déjà de quoi l'enfant souffre. Et on appelle soit le tradipraticien ou son pédiatre, dit, bon, moi l'enfant fait un peu de fièvre, peut-être que c'est pas dû au palu. Bon, Oui. Ou on va en pharmacie et on prend un médicament. On prend un médicament moins cher. Parce que quand il s'en va, il va prendre seulement que son paracétamol. Son paracétamol, il va venir à la maison, il va donner, la fièvre va baisser, mais c'est pour 3 à 4 heures. Généralement, quand on donne le paracétamol, c'est pour avoir du temps pour partir à l'hôpital. Parce que la fièvre va baisser seulement que 3 à 4 heures. Ça va remonter encore. D'accord. Voilà. Il va donner encore son paracétamol 3 à 4 heures. Et en ce moment, le plasmodium, lui, il se multiplie. Il ne perd pas, lui, il se multiplie. Donc, quand il se multiplie, en ce moment, on va maintenant vers les stades de gravité. D'accord. Voilà. Alors, avec vous, on va donc rappeler les gestes utiles pour préserver nos enfants. Voilà. D'abord, les moustiquaires imprégnés. D'accord. Chaque famille doit avoir un moustiquaire imprégné pour son enfant. Protéger les fenêtres, mettre des rideaux aux fenêtres, surtout l'assèchement des points d'eau à la maison, autour de la maison, la propriété à la maison. Voilà. Et puis, ne pas perdre du temps. Lorsque l'enfant fait une fièvre, il faut donner son paracétamol et conduire l'enfant dans un centre hospitalier. Automatiquement. Voilà. Automatiquement. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau. Merci. Rappelez que vous étiez là pour parler donc, du paludisme chez les enfants. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a reçu. Okay. Merci, vous êtes pédiatre de formation. Ok, pédiatre. Oui. D'accord. Allez, on vous accompagne avec cet élément que nous propose la réalisation. Ils sont des lagunaires. Eux, ce sont les Ébriers, une ethnie de la Côte d'Ivoire, initialement appelée Tchaman au peuple Hatchan. Ils sont membres du groupe ethnique et linguistique Akan. Dans l'ensemble, les Ébriers habitent de gros villages organisés le long d'une artère centrale. Chaque village possède des édifices religieux, à savoir église catholique, temple protestant et haris. Ici, nous sommes à Brekbo. Rien ne le différencie à première vue des autres villages lagunaires. Ale bia oto gwenya oto shafunga oneka wo me dandapan wo ya wete wo po bakwa no mimi ale bia oto gwenya oto ka no mimi ale bia oto gwenya oto ka ale bia oto nya oto nananga neka wo me dandapan wo ya wete wo po bakwa ale bia oto nya oto shafunga neka wo me dandapan wo ya wete wo po bakwa. L'activité principale de ce peuple est la pêche. Ici à Brekbo, nous les femmes, notre activité c'est de faire de la tiquée avec la vente du poisson. Chacune fait son travail. Les filles doivent commencer par la tiquée d'abord avant d'avoir autre activité. Entre nous, les femmes Dougola, il y a l'entente. Les Dougo, les Tchagba et les blessés, nous avons l'entente. L'une des structures fondamentales de la société ébriée, c'est la génération. Une génération regroupe tous ceux qui sont nés dans un espace de temps de 15 ans au moins. Il y a blessé, il y a Nyando, il y a Dougo et puis il y a Tchagba. Ce sont les quatre groupes de générations. Et dans chaque génération, qu'on choisisse un élément. Et cet élément choisi, on le fait venir vers le nana du village. Et si le nana du village apprécie, alors ce monsieur il est élu par acclamation de la population.
pour nommer un chef du village, il faut qu'on le voie. S'il est gentil, s'il est bon envers les villageois, qu'il est gentil, il ne fait pas des choses mauvaises, c'est ça on le nomme chef du village. À Bregbo, la tradition se vit et est très respectée. Le doyen là, il est allé à la chasse. Donc il a vu un éléphant. Donc où l'éléphant se trouve là, il y a des lianes là-bas. Donc il dit qu'il ne peut pas arriver là-bas. François lui a demandé, mais pourquoi tu ne peux pas arriver là-bas pour tuer cet éléphant-là? Il dit, il y a des lianes là-bas, il ne peut pas arriver. Et ça, il dit non, lui, il n'a pas peur de ces lianes-là, que lui, il va arriver là-bas, qu'il ne peut pas laisser cet éléphant-là pour donner à une autre génération pour tuer, que lui va tuer cet éléphant. L'éléphant-là, c'est pas vrai, l'éléphant, c'est les guerriers. Il voulait prendre les guerriers, mais il ne peut pas. Chez nous, les guerriers, tu peux donner ton nom. Tu peux donner le nom de ton ami, ou bien de ton patron, ou bien de tous ceux que tu connais. S'ils t'ont rendu vraiment des services, tu peux donner ton nom à ton fils que tu mets au monde. Et c'est un signe fort qu'il veut porter à son ami. Souvent, on a des amis qui nous ont marqués dans notre vie. Pour maintenir son nom, on dit, bon, je donne le nom de mon fils en référence, comme homonyme, en référence de M. Tan. Ici, à Bregbo, vous allez voir qu'il y a des Oudjou Denise, il y a des Acho Oudjou Denise, par exemple, il y a des Oufoué Boigny, Mamie Thérèse et tout ça. Par amitié au président Oufoué Boigny, Acho Albert a donné certains noms à ses enfants. Le blé de Bregbo est vraiment cosmopolite. Il accepte tout le monde. Ça me fait 8 ans que je suis à Bregbo ici. Moi, je ne suis pas hébreu, je suis béninois. Les hébreux de Bregbo ne sont pas compliqués. Avant, je n'étais pas ici, par un ami que j'ai connu ce village. Et quand je suis venu, j'ai trouvé mes frères avec mes vieux, mes papas à Bregbo ici. Ils étaient tous ensemble avec les hébreux. En tout cas, les gens sont accueillants. Tout est organisé. Les femmes ont leur rôle à jouer. La femme a un rôle à jouer parce que si les hommes se réunissent, il faut toujours une femme auprès d'eux. Si on laisse le pouvoir, la femme n'a plus droit à être auprès de la chefferie, à moins qu'une autre génération vienne avec ces femmes-là. Bregbo, terre sainte par excellence des croyants haris, est aussi un lieu culturel. Voilà, à l'instant, cet élément de Philomène Draman qui nous plongeait au cœur du peuple ibrié, ce peuple lagunaire. Et j'espère que chacun a pu tirer des informations de cet élément. Elle est maintenant en plateau avec nous. Elle fait donc dans le milieu de l'esthétique. Elle est esthéticienne. Joël Kakou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors avec vous, on parlera de quelque chose de très intéressant. C'est la différence entre le gommage et le peeling. D'abord, qu'est-ce qu'il faut entendre par gommage? Le gommage, on va dire que c'est un nettoyage, pas profond, mais superficiel de la peau. D'accord. Qui consiste à quoi? Qui consiste à utiliser un gel exfoliant qui est constitué de billes micro, de toutes petites billes, qui consiste à nettoyer la peau en enlevant les cellules mortes de la peau. Donner sensation de grain. Hein? Voilà, voilà. Ces petits grains qu'on trouve dans les gels exfoliants ou dans des crèmes exfoliantes pour désincruster la peau en enlevant les peaux mortes. Voilà un peu le gommage, comment ça se définit. Et il faut savoir qu'après le gommage, il faut bien hydrater la peau pour redonner son élasticité. Donc voilà un peu le gommage. Le peeling, c'est quoi? Le peeling, il est encore plus profond. Parce qu'il consiste à enlever de façon progressive la couche cornée ou bien on dira la couche superficielle de la peau pour redonner de l'éclat et pour enlever les rides et les ridules. Et encore, pour nous qui avons... parce qu'il faut savoir que la peau noire est une peau qui est très marquante, qui est très fragile, parce qu'elle absorbe tout ce qu'on fait comme soins et tout.
On va dire que c'est une peau qui est hypocrite parce qu'elle garde tout. Elle garde tout et au moindre souci, la peau réagit. Donc nous avons une peau qui est très compliquée. Donc pour nous qui avons des taches noires qu'on appelle dans notre jargon des taches pigmentaires, il faut le peeling. Voilà, donc voilà un peu. Et il faut savoir aussi que le peeling se fait sur peau mature. D'accord. Peau mature, c'est-à-dire? Une peau mature, c'est une peau, on va dire, qui est ridée, qui a des rides, qui est marquée par le coup de la vie. Voilà, donc une peau qui a pris de l'âge. Mais c'est pas parce que j'ai des rides que je suis vieille. Effectivement. Parce que souvent, voilà, la vie nous fait faire des choses, donc la peau prend un coup. Bon, nous, par exemple, est-ce qu'on peut faire le peeling? Oui, je peux dire oui parce qu'il y a quand même des taches pigmentaires. Des taches pigmentaires. Mais il faut savoir que c'est assez fort. On dit que c'est abrasif. Ça veut dire que c'est des produits qui sont assez forts. Ça fait mal quand même. Ça fait mal. Je dis que si je fais un peeling, je me les fais par le travail. Ah ouais? Oui, parce que c'est des marques. C'est une brûlure quand même qu'on fait à la peau. Donc la peau, laisse le temps à la peau de cicatriser, de se régénérer. Voilà. Donc voilà un peu la différence entre le gommage et le peeling. D'accord. Alors le gommage pour quel type de peau? Le gommage pour tout type de peau. Donc bien connaître son type de peau et faire le gommage en fonction. Comment on fait pour connaître son type de peau? Ben, c'est d'aller chez un spécialiste qui va vous dire vous avez une peau acnéique, vous avez une peau normale, vous avez une peau fragile, vous avez une peau tolérante, vous avez une peau grasse ou mixte, voilà. C'est après des examens, c'est ça? Voilà, et c'est en fonction de ça. Si j'ai une peau grasse, je fais mon gommage, mon soin de visage une fois par semaine. D'accord. Si j'ai une peau qui est très sensible, on va dire quoi, 2 fois dans le mois. Si j'ai une peau qui est sèche, on va dire 3 fois dans le mois. Donc en fonction de son type de peau, on effectue le gommage. Et le peeling, on le fait, on va dire, pour une peau qui est vraiment marquée, on va dire 2 fois dans la semaine. Mais vraiment faire dans des... Parce qu'avant, le peeling, il était tellement fort qu'on le faisait seulement en clinique. Mais maintenant, la cosmétique a évolué, on en voit un peu partout, mais il est préférable de le faire dans un institut qui s'y connaît. Voir des experts. Voilà, qui s'y connaît. J'insiste là-dessus, ne pas aller acheter un peeling comme ça dans un supermarché, c'est écrit dessus, parce qu'il y a des zones où même il faut l'appliquer. D'accord. C'est pas sur tout le visage. Il y a des zones. C'est très dangereux et vraiment c'est fort. Donc toujours aller chez un spécialiste pour vous indiquer. D'accord. Alors dites-nous, qu'est-ce qui est conseillé entre le gommage et le peeling? C'est au choix. C'est au choix. Ça dépend de mes besoins. Ça dépend du besoin de la cliente. Si elle n'a pas une peau marquée, elle a une peau normale. Voilà, je fais mon gommage pour redonner de l'éclat. Mais c'est clair qu'il faut savoir que le gommage, il intervient de façon superficielle. Et le peeling, lui, vraiment, il travaille en profondeur parce qu'on détruit la couche cornée de la peau. On détruit la couche superficielle de la peau. Et comment on fait pour remplacer donc cette couche-là? Non, mais comme la peau se régénère. Voilà, la peau se régénère. Donc la peau se régénère, les ridules sont fermées, les rides sont fermées et les taches pigmentaires sont parties. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, très intéressant pour ce jour. Que retenir donc de votre passage? Donc on retient que c'est pas pareil, c'est deux choses très très différentes. Le gommage, nettoyage superficiel, le peeling, nettoyage en profondeur. Et le peeling, vous l'avez dit, on peut le faire 2 fois par semaine? 2 fois par semaine, selon vos besoins. Parce qu'il y a des peaux qui sont vraiment marquées. Il y a des peaux, bon, je dis c'est 2-3 taches, ou bien je commence à avoir des pattes doigts, ou bien des ridules là. Bon, je vais me faire traiter. Mais je vais dire, tout ça aussi, vous serez conseillé par votre spécialiste qui va vous dire, bon, on va faire 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, ou 2 fois dans le mois. C'est selon le besoin de votre peau, et puis voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre passage et pour ces informations que vous nous avez données. Tout de suite et maintenant, nous partons pour un élément qui nous plonge dans les premiers pas à l'Institut supérieur de télécommunications, l'ISTC. Premier pas est une activité de l'école de production audiovisuelle de l'Institut des sciences et techniques de la communication, en abrégé ISTC. Véritable école, lieu d'apprentissage du savoir de la production audiovisuelle et cinématographique. Premier pas entend célébrer les productions des professionnels de demain que sont les talentueux étudiants en fin de cycle. C'est pour jauger la capacité de nos étudiants, parce qu'après la théorie, il faut que nous arrivions à matérialiser ces idées au niveau de la pratique. Cette année, à la 8e édition, nous avons réalisé une fiction qui a pour titre « À la vie ». Nous avons travaillé sur un film de sensibilisation qui nous amène à prendre conscience de notre existence, de notre vie,
de notre environnement immédiat par rapport à toutes les pathologies qui nous entourent. Donc je pense que ça a été un message fort, un message compris par tout le monde et qu'au moins mes étudiants m'ont vraiment donné satisfaction parce qu'ils ont respecté au pifomètre près toutes les consignes. Pour cette 8e édition, l'accent a été mis sur le dépistage volontaire. Cette année, pour la 8e édition, nous avons initié la conception et la réalisation d'une fiction sur la thématique du développement qu'est le dépistage volontaire du VIH-Sida. Ce choix pour montrer l'importance de la problématique du VIH-Sida dans le développement de nos pays, notamment nos pays en voie de développement, simplement parce que le VIH-Sida s'attaque à une frange essentielle de la population, les bras valides, et qui dit développement dit capital humain, dit homme, et nous voulons participer à notre niveau à cette sauvegarde-là et à la préservation de ce capital. Aux côtés du FNLS, le Fonds national de lutte contre le sida, qui a été pour cette année notre partenaire. Le directeur de l'Institut des sciences et techniques de la communication a salué l'initiative. Chers étudiants, vous êtes passés de la théorie à la pratique et vous avez vu les difficultés du terrain. Les maîtres vous en ont parlé. Mais vous avez approché ces difficultés-là. Et c'est ça qui fait l'être humain. Quand on a franchi ces difficultés, quand on a donné à voir ce que vous venez de nous donner à voir, on se dit, oui, je peux donc être capable de ça. Je peux donc arriver à tel résultat. Et c'est ce que vous nous donnez l'occasion aujourd'hui de voir. On parle de production audiovisuelle de manière générale. On parle de production cinématographique. Mais on voit aujourd'hui que quand on a fini de dire ça, on se dit, c'est d'abord un scénario, c'est aussi des images, mais des images de qualité. C'est aussi des sons de qualité. Et tout ça dans une harmonie. Tout ça dans une symbiose. Et tout ça, retenir l'attention des gens. Ce matin, je me suis cru devant des choses qui ont réellement existé. Alors que ce n'est qu'une fiction. Le directeur du Fonds national de lutte contre le sida a marqué son engagement pour la noble cause que défendent les étudiants. Ah, la vie est un film de sensibilisation de 26 minutes réalisé par les étudiants en Master 2 de production audiovisuelle. Une belle expérience pour tous les participants. J'ai été la réalisatrice du film. Bon, ce que je peux dire, c'est que ça a été une bonne expérience pour nous en tant qu'étudiants, parce que cela nous a permis de connaître le métier du cinéma. Je peux dire que c'est un réel plaisir pour moi de participer déjà à une fiction. Je suis très ravie d'avoir participé à la réalisation de ce film intitulé « Premier pas ». Ça n'a pas été facile dans la réalisation parce que nous avons travaillé jour et nuit. Échange et remise de diplômes. Fini pour la 8e édition du Premier pas. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Ils sont en plateau avec nous. Ce sont les invités de la direction commerciale et marketing. Monsieur Salif Yalekoué, bonjour. Bonjour Eric. Mademoiselle Amichia Afibé, bonjour. Alors, avec vous, nous parlerons donc du séminaire national de formation islamique au lycée professionnel de Mans. Effectivement, nous sommes ici ce matin sur ce plateau pour rappeler et confirmer l'organisation du séminaire national de formation islamique organisé par l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi ce séminaire? Ce séminaire pour passer des vacances utiles et agréables, former les élèves et étudiants et tout autre sympathisant de l'AEMC à des cours, il y a des cours islamiques, des cours au management et autres. Alors moi je veux savoir, pourquoi des cours islamiques? Des cours islamiques parce qu'aujourd'hui si nous parlons de développement, nous ne pouvons pas faire un bon développement s'il n'y a pas de bonne éducation. Et si on parle d'éducation, on ne peut pas extraire l'éducation religieuse. Voilà pourquoi nous, AEMC, n'est-ce pas, bien que nous soyons l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, s'inscrit dans ce combat-là aussi pour une bonne éducation de tous les citoyens.